Salut à tous, re-bienvenue dans cette nouvelle émission. Alan, du coup, en face de vous. Autour de la table, on va avoir Stéphanie et Charles et Manon. Et du coup, Manon, ma chère collègue et ma chère, du coup, co-présentatrice. Quel est le concept de cette émission? Alors, l'idée du coup de l'émission, c'est que on se réunit tous autour d'une table et on va parler de nos coups de cœur qui sont sortis sur cette année 2024. Donc, on a fait venir Stéphanie, Charles. Comme la précédente émission, ça va tourner en cours d'émission, donc il y aura d'autres personnes qui viendront pour parler de leur coup de cœur de l'année. On va commencer par toi, Stéphanie, du coup. Ton coup de cœur de l'année, c'est quoi? Mais avant, du coup, de me montrer ton coup de cœur, qui es-tu, Stéphanie, comme joueuse? Moi, c'est un peu éclectique. Je joue vachement aux jeux familiaux. Ouais. Un petit peu expert, mais si c'est pas moi qui explique les règles, c'est trop compliqué. Voilà. Du coup, moi, mon jeu préféré de l'année, ou en tout cas l'un des jeux préférés de l'année, c'est Middle Ages. C'est plutôt familial plus. Vous êtes sur un jeu qui dure une 30aine de minutes. Ouais, c'est assez court, ça plaît à tout le monde. Stratégique, vous essayez de construire votre village. Ouais. Il y a 8 types de bâtiments qui ont chacun un effet. C'est un petit peu stratégique, mais c'est surtout opportuniste. Et on aime se taper dessus. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu? Le côté opportuniste, le côté rapide et c'est un petit peu quand même pas si facile que ça. Vous avez des bâtiments qui vont se faire casser la gueule en plein milieu. Moi j'ai fait une partie, j'ai fini avec 10 points pendant que les autres avaient 100 points. Oui, ça peut être très punitif. Voilà. C'est un jeu de Marc-André, l'auteur qui a fait Splendor, et c'est la réédition d'un jeu qu'il avait déjà fait avant qui s'appelle Majesty que j'avais détesté, vraiment. Je trouvais ça mais nul, et quand l'éditeur nous l'avait présenté en salon professionnel, il nous a dit c'est la réédition de Majesty. Oh là là. Et en fait il a changé. Mais vraiment, en plus, pas grand chose niveau mécanique, et ils l'ont surboosté niveau matériel parce qu'il est vraiment magnifique. C'est beau. Oh là là là, mais vraiment, le peu de mécanique qu'ils ont changé, ça a transformé un jeu qui était très moyen en un jeu qui est vraiment trop bien, quoi, parce que il est en plus assez simple à expliquer, et surtout, comme tu disais, on peut s'emmerder un peu les uns les autres. Il y a de l'interaction, on peut faire chier les autres. On peut piquer les tuiles des autres, on peut leur casser leurs bâtiments, on peut leur racketter. Ouais, on les rackette beaucoup. Ouais, c'est surtout ça. Mais tu vas essayer de faire un peu de tous les bâtiments, parce que le problème c'est que si tu te concentres que sur les bâtiments qui attaquent les autres joueurs, certes tu gagnes de l'argent, mais chaque type de bâtiment que t'as pas à la fin, tu fais perdre des points. Donc du coup, si tu te fais... j'ai oublié de le dire la dernière fois que je l'ai expliqué. Ah bah bravo. Voilà. Bon, on ne citera pas toutes les fois où tous les deux on s'est planté du coup sur des règles qu'on a expliquées. Mais ouais, du coup ouais, c'est surtout ça, c'est le côté facile à expliquer, opportuniste qui te plaît du coup. Ah oui, ça, l'explication, je pense que ça dure 10 minutes. Ouais. Un peu plus si vraiment on rentre dans les détails de chaque bâtiment, mais en fait tout est écrit sur le plateau de chaque joueur, du coup c'est très facile à jouer. Et Charles, t'y as joué toi un peu? Oui, j'y ai joué d'ailleurs peut-être avec Stéphanie. Hein. Ouais, j'ai fait 1 ou 2 parties, et c'est vrai que la première partie, j'ai fait justement la stratégie un peu d'emmerder un peu tout le monde. Non. Et ça marche pas sur ce type de jeu. Et donc j'ai été pris à mon propre jeu, mais du coup ça m'a permis aussi d'apprécier le jeu pour ce qu'il est, justement, d'avoir plusieurs stratégies et d'être de devoir en fait aller un peu partout et puis il y a une côté un peu opportuniste où il faut absolument avec son cheval arriver à une tuile qu'il faut, et j'aime bien aussi ce côté un peu j'arrive un peu le premier, j'ai ce qu'il faut, mais après je joue en dernier. Enfin c'est une mécanique très intéressante, vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez voir, du coup, pour ceux qui nous écoutent, juste, vous pouvez aller regarder vite fait sur Internet. Vous avez, du coup, l'idée, c'est qu'il y a 4 colonnes avec un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs. À votre tour, du coup, vous allez récupérer la tuile sur laquelle vous êtes mise et vous allez choisir la prochaine tuile que vous prenez. Et en fait, si vous prenez la tuile tout en haut, vous jouerez en premier. Si vous prenez la tuile tout en bas, vous jouerez en dernier. Donc, il y a cette logique aussi de, mais j'ai envie de prendre une tuile qui m'intéresse, mais qui est bas. Ouais, mais en même temps, du coup, les prochains tours, je vais galérer pour choper la tuile que je veux parce que, les autres, ils vont jouer avant moi. Donc t'as aussi cette logique de placement là, un peu à la King Domino pour ceux qui connaissent aussi. Il y a cette logique là. Chaque effectivement type de bâtiment va aller sur sa colonne respective de son plateau perso. Les champs c'est en premier, les moulins c'est en deuxième, etc. Et chacun a
son pouvoir, sa fonction. Et une fois qu'on a fait la fonction du bâtiment, on va récupérer des thunes en fonction du coup du bâtiment que c'est. J'ai 3 fermes, je vais récupérer tant de sous par ferme. Et il va falloir comme ça réussir à bien comboter pour récupérer des thunes, puisque le but c'est d'être le plus riche, tout en pourrissant un peu les autres, en essayant un peu de tout. Et le travail d'édition est cool aussi, parce que les pièces, elles sont un peu en mode Lego, c'est-à-dire que les champs, ils ont pas la même forme que les moulins, qui machin, et on va les mettre en colonnes. Et du coup, l'idée, c'est que ce qui est cool, c'est que ça va bien s'enquiller. Je trouve que le travail d'édition dessus est très très cool pour ça aussi. C'est satisfaisant d'imbriquer ta pièce au bon endroit. Et tu parlais de King Domino, effectivement, on retrouve cette mécanique de prise de tuiles, à la différence que King Domino, tu connais juste un tour à l'avance. Là, tu connais 4 tours à l'avance les tuiles que tu peux avoir, et ça change tout en termes de choix de tuiles, parce que du coup, tu peux sacrifier un tour pour récupérer la tuile qu'il te faut absolument après si tu veux pas te faire casser la gueule ou ainsi de suite, quoi. Oui, pour les joueurs un peu plus expérimentés, avoir une vision sur 4 tours, ça met beaucoup de stratégies en place. La personne qui a l'habitude de jouer à des petits jeux, elle va faire du court terme, elle va juste regarder la ligne d'après. Mais le joueur un peu plus expérimenté, il va déjà calculer 4 tours à l'avance ce qu'il va faire. Ouais, carrément. Et puis t'as des petits événements en fait au bout de 4 tours. Du coup t'as la manche qui est finie entre guillemets, et du coup il va y avoir un petit événement, souvent positif, genre tu récupères tant de sous par bâtiment de ce type-là, mais aussi négatif, du genre t'as un bâtiment qui se casse ou tu perds des sous ou machin. Et ça c'est 4 trucs qui peuvent changer à chaque partie aussi. Matériel est canon, hein. Enfin, les pions sont imprimés et tout. Voilà. Non, franchement, c'est pareil. Ça fait partie nous des jeux qui ont vraiment marqué un peu l'année putain. En fait, c'est trop bien. Et pareil, c'est encore une fois cette année, ça a été beaucoup ça des jeux qui ont pas forcément des mécaniques innovantes qu'on voit partout, mais qu'on voit justement jamais ailleurs, mais des trucs qui étaient mais ça fait vachement bien le taf et c'est super bien. Ça marche bien. Voilà. Vraiment. Beau, mais on trichait un peu parce que t'as présenté ce jeu-là, mais toi t'avais un autre coup de cœur cette année et c'est le même. C'est Charles qui l'a piqué. Quel vilain. J'ai encore piqué quelque chose et j'ai encore été on partageait tous les deux le même coup de cœur. On a essayé de dire tiens, est-ce qu'on peut avoir des jeux un peu différents par personne si possible du coup. Et même si t'as beaucoup aimé Middle Ages, ton autre coup de cœur, c'est surtout le jeu que va présenter Charles. C'est ça, exactement. Alors c'est quoi Charles ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, et effectivement c'est une petite boîte aussi à première vue, c'est Wonderland War. Parce que toi, tu joues d'ambiance, non? Comment? Jeu d'ambiance? Ouais, un petit peu. Ça dépend quel jeu d'ambiance. Si on peut casser la gueule aux autres, ça va. Sur les identités secrètes, des choses comme ça, j'aime bien jouer le fourbe. Effectivement, j'ai découvert le monde ludique, grâce à ce monsieur. Et donc, je suis tombé dedans et on a fait beaucoup de parties ensemble, et notamment à des jeux à identité secrète où on s'embête un peu en chamaille. Des gros jeux aussi. Et des gros jeux aussi, de conquête de territoire, de prise de position, d'alliance aussi, rompu souvent. Mais justement, c'est ça qui m'a électrisé en fait dans le jeu, l'interaction qu'il y a autour d'une table, et puis les prises de position, pouvoir être méchant avec les autres, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Être un peu sournois en fait dans les jeux. Et c'est quoi Wonderland War? Et Wonderland War, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors c'est dans l'univers effectivement d'Alice au pays des merveilles. C'est un jeu je vais parler d'un petit point négatif dès le début, ça va être son temps de jeu, mais c'est rien, c'est que effectivement à 3-4 joueurs, 3 heures c'est rien. 3 heures c'est pas grand chose. À 5 ça peut durer. Après c'est plus rapide. Ouais, c'est ça. Et à 5 ça peut durer très longtemps. Ah ouais, à 5 c'est long. Donc c'est juste ce petit bémol. Mais par contre un jeu donc qui joue en 2 temps, on incarne effectivement un personnage dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. Et la première phase, en fait, on a un tour de table, c'est la phase du thé, où effectivement on prend son pion et on va faire le tour de la table pour récupérer des cartes dans chaque chaise pour construire son sac pour le construire petit à petit, pour l'amplifier, qui va servir dans la deuxième phase en fait, où il y a une prise un peu de territoire, où on va mettre son armée de chaque faction. Et puis là, il y a un peu de stop ou encore, ou un peu à la Charlatan, si on connaît un petit peu le principe. Meilleur jeu du monde. Merci Manon. Et c'est vrai que c'est un très bon jeu. J'ai mis longtemps à prendre position de ce jeu. Mais c'est là on récupère effectivement des jetons, et puis les jetons vont nous dire si on avance effectivement sur la piste de score de force pour battre son adversaire dans chaque territoire qui joint en fait le plateau.
et vraiment c'est vraiment très intéressant comme mécanique, hein, parce que ça allie effectivement un peu un draft dans la première phase, et puis dans le second un stop encore avec des jetons. Le matos c'est exceptionnel, je trouve. Alors si on a la Deluxe, on a vraiment tous les jetons de poker, on a vraiment un matos très qualitatif. Il y a des figurines aussi et tout. C'est ça. Dans la version boutique, il y a des silhouettes du coup carton et les jetons à piocher dans le sac du coup sont en carton. Et il existe une version de luxe que Lucky Dog Game vend du coup avec des figurines, avec des jetons du coup effectivement style poker quoi. Et la boîte de base se suffit amplement. C'est simplement vraiment pour améliorer son jeu. Pour customiser. Mais c'est la même ambiance autour de la table avec la version standard. Et la particularité, c'est ça, c'est que c'est un jeu de conquête de territoire où les combats vont se résoudre avec une côté un peu stop ou encore. Un jeu de prise de risque de je vais piocher des jetons, du coup. Et plus je pioche de jetons, plus je suis fort. Le problème, c'est que si je pioche des jetons folie, là, si j'en ai trop, ça se casse la gueule, je perds automatiquement le combat. Et à chaque fois, il y a toujours la dose de est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais plus loin? Le risque, du coup, c'est que, du coup, effectivement, si tu vas plus loin, tu perds tout, du coup. Mais par contre, tu peux y avoir des intérêts à pas forcément finir premier dans un combat. Tu peux quand même gagner des points si t'es deuxième ou si tu as un objectif à accomplir. Et, ça, je sais que ça a frustré pas mal de joueurs sur le jeu. Du coup, le côté mais c'est méga random comme jeu, je contrôle rien, ainsi de suite. Est-ce que vous c'est pas parce que toi, je sais que le hasard ça peut te hérisser un peu le poil parfois. Oui, alors j'aime beaucoup les jeux. Alors le jeu de dés avec tout ce qui est un peu hasardeux, ça me dérange pas. Mais là, c'est quand même assez pondéré dans le système de sac. Justement, c'est de gérer sa folie. Donc c'est le fameux jeton qu'on pioche un peu comme les claques-doigts dans le charlatan, où effectivement on va se dire j'arrête. Et je peux perdre le prochain combat, c'est pas grave, mais au moins je récupère tous mes jetons. Il y a quand même cette stratégie du hasard et c'est intéressant de jouer avec. Et justement, ce jeu. Et comme c'est bon pendant la phase de thé où du coup on va aller récupérer des cartes qui va nous permettre de mettre les jetons dans notre sac, on construit son sac aussi. Donc on sait on sait à l'avance. On sait pas dans quel sens ça va sortir, mais on sait ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et en plus, il y a des alliés qui peuvent nous aider, des alliés dans l'esprit d'Alice au Pays Merveille qui vont donner aussi plus de force aux personnages. Et toi, Stéphanie, c'est plus que ton coup de cœur de l'année, parce qu'en fait, ça fait quoi, 3 ans que t'as la boîte? À peu près, oui. En fait, c'est un Kickstarter qui est sorti sur la plateforme de financement participatif. Il est sorti aux États-Unis. Du coup, moi, j'ai la VO en version anglaise. Alors, c'est une sortie pour le monde français, mais en fait, le jeu, il existe depuis un moment. Il y a déjà, du coup, même une extension qui va donner des nouveaux pouvoirs aux alliés. Les jetons CD dans la boîte de base, il y a plusieurs pouvoirs. C'est vraiment complet comme jeu, en fait. Tout le monde va peut-être pas pouvoir y jouer parce qu'il y a beaucoup de matériel, ça peut faire peur. C'est un jeu expert quand même. On est quand même sur un jeu expert, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que toi tu l'adores? Je pense que c'est le mélange des mécaniques. Ouais. Vraiment reprendre une licence et faire effectivement des deux mécaniques vraiment distinctes et où on s'éclate en fait sur les deux. Ça s'imbrique bien. Ouais, ça s'imbrique bien et il y a une interaction forte entre les joueurs. Quand on pioche chacun son jeton, on est en train de se chambrer et dire allez, vas-y, continue, alors qu'on veut juste qu'il pète tout, voilà. C'est vraiment très très bien. Cool. Ouais, c'est cool. Il y a un truc que vous avez pas dit aussi, c'est que c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'on joue chacun un personnage de l'univers d'Alice et en fait chacun a ses jetons spécifiques, son pouvoir spécifique. On a aussi un plateau chacun qu'on va pouvoir améliorer pour récupérer des jetons de son perso. Moi, j'ai joué que avec Stéphanie, donc avec que sa boîte en anglais. Et du coup, chaque personnage a son rôle, sa façon d'être joué, sa strat. Et c'est pareil, ça redonne pas mal de jouabilité aussi parce que t'as ça. Et t'as aussi les cartes que tu vas utiliser, les personnages en fait que tu vas pouvoir récupérer en cours de partie que tu vas mettre dans ton sac, que tu vas pouvoir changer d'une partie à l'autre. Donc du coup, t'as aussi tu peux jouer de tonnes de façons différentes. Et également les 4 ou 5 personnages qui sont à l'intérieur sont asymétriques. Pour les avoir tous joués, au début on me disait celui-ci est peut-être pas bien comme Jabberwocky par exemple. Non, il est méchant, Jabberwocky. Il est méchant, mais alors pour le coup, alors oui, il est fort. Il est fort quand même. Mais il faut savoir l'utiliser. Voilà. Et pour le coup, pour avoir vraiment joué tous les personnages, ils sont vraiment tous
très très bien dans chaque mécanique. Et ça, j'aime beaucoup. Ils ont été rééquilibrés, parce que par rapport à la première version américaine, ils avaient rééquilibré 2 personnages, le Chevalier Fou, le Jabberwocky, parce que il y avait un gros déséquilibre. Et Jabberwocky à l'époque était pas fort du tout, et justement ils l'ont un peu surboosté. Un peu trop à mon goût, parce que je trouve il empoisonne beaucoup. Hein. Ouais, en fait, c'est... Il vient pourrir votre sac, en fait. Donc, il va mettre des jetons tout pourris dans votre sac, ce qui va vous pourrir la vie. Il rajoute du hasard à un jeu qui a déjà du hasard, et ça peut vite, du coup, submerger des joueurs si on peut être méchant, quoi. C'est vrai. Donc voilà. On va remercier du coup Stéphanie d'être venue nous présenter tout ça. T'as eu d'autres jeux qui t'ont marqué cette année ou pas, toi? Je crois qu'il y avait Harmonisme, mais qui a déjà été présenté par Anthony. À l'émission précédente. L'émission précédente, ouais. C'est ça, du coup, vous pourrez aller voir ça. Beaucoup de jeux quand même. Je peux rien si on a tous des goûts similaires. Voilà. On joue toujours ensemble. C'est le problème peut-être en fait. Et puis c'est des très bons jeux qui sont sortis aussi, donc. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Une belle sélection. Ouais. Cette année, il y a eu pas mal de bons trucs. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Transition, du coup, cette fois-ci, on va accueillir Tom. Bonjour, Tom. Salut, ça va? Mais ça va et toi? Ça va super bien. Ça va, écoute, tranquille. Non, bref, tu es qui comme joueur? Joueur assidu depuis quelques années, surtout jeu expert, depuis que je me suis bien mis. Et là, depuis cette année, plutôt du jeu familial et initié, vu qu'il y avait un peu moins de trucs à se mettre sous la dent. Ouais. Donc moins de jeux experts cette année. Moins de jeux experts, ouais, clairement. Charles confirme aussi. Oui. Effectivement, il y a eu moins de sorties. Hein. Ça c'est les jeux experts, ouais. Voilà. Et alors, du coup, c'est quoi ton coup de cœur de l'année? Alors, cette année, on a découvert ce truc, The Gang. C'est pas un jeu expert. Alors, c'est pas un jeu expert du coup, justement, parce que il y avait moins de trucs à se mettre sous la dent, mais c'était très original comme proposition et c'est pour ça que ça nous a tapé dans l'œil quand on a testé ça. Okay. En fait, on l'a testé depuis un bon moment. En gros, on avait un peu émulé le jeu quand les rumeurs du prototype ont commencé à sortir. Donc, on s'est dit qu'on allait fabriquer un peu un truc maison pour tester l'idée, quoi. Et l'idée, elle est toute simple, c'est un jeu de poker coopératif. Tout le monde joue avec une main de poker ouverte. Donc, en gros, on a tous 2 cartes. Et on va révéler des cartes comme au poker normal. Sauf que le but, c'est pas d'avoir la meilleure main. C'est de savoir se placer en termes de force de main par rapport aux autres. Okay. Donc, d'être capable de dire que un tel a la main la plus forte, un tel a la main la plus forte. Sauf que, forcément, on connaît pas les mains qu'on a. Donc, comment on va faire? En fait, on va communiquer de façon assez fermée en évaluant chacun et en ayant que les informations qu'on a devant nous, donc avec nos cartes et avec les cartes qui sont déjà visibles, comment on pense qu'on est en termes de puissance de main. Donc tout simplement, on reçoit 2 cartes. Tout typiquement à la première manche, on reçoit 2 cartes, on garde nos 2 cartes. Si c'est 2 as, plutôt pas mal. On va dire qu'on part sur plutôt une bonne main, même as-roi, on est quand même très content. Si c'est un 2 et un 7, c'est pas top quoi. On va pas faire grand chose avec ça. Sauf qu'on est d'accord qu'on peut pas parler. On peut pas parler, donc il faut vraiment juste essayer d'évaluer. Donc pour ça, en gros, on a des petits jetons qui sont posés devant nous, et en fonction du nombre de joueurs qu'on est, imaginons qu'on est 6 joueurs, on va avoir 6 jetons, et il va falloir en prendre. Si j'ai un 2 et un 7, je pense que là j'ai une main vraiment toute pourrie, je prends le jeton 6 pour dire que vraiment là je pense que c'est nul ce que j'ai. Mais à tout moment, en fait, on peut se reprendre les jetons entre nous. On n'a pas le droit de se dire quoi que ce soit, mais juste si au final Charles pense qu'il a encore moins une bonne main que moi, quand même faut être chaud. Mais s'il pense que c'est le cas, il peut venir me récupérer le jeton jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Et une fois que tout le monde a un jeton devant soi, on peut dire allez, on passe à l'étape suivante, on met 3 cartes, on fait la même chose, puis une 4e carte, puis une 5e carte. Et l'idée, c'est que on n'a pas besoin d'être bon sur toutes les étapes, il faut qu'on soit bon à la dernière étape. Donc une fois que toutes les cartes sont révélées et qu'on a tous choisi notre position, il faut que là il y ait aucune erreur. Sachant qu'on garde toujours nos 2 premières cartes et en fait à chaque fois on va révéler des cartes au milieu. Tout à fait. Pour qu'au final ça fasse 5 cartes. Donc on en a 2, on en révèle une. En a 2, on en a une. On en a celle qui est révélée plus une et on continue comme ça et à chaque fois on évalue. Donc on peut aussi des fois évaluer en fonction de ce qui va apparaître, du genre j'ai un 2 et un 7, c'est l'exemple que j'avais en plus en tête, et puis là il y a 2 qui sortent, peut-être que finalement ma combinaison elle est quand même vachement mieux parce que j'ai un volant. Donc si je prenais tout le temps le truc le plus pourri et puis que je commence à prendre du mieux, les autres ils vont se dire attends, il y a un truc là. Donc en fonction justement de ce que font les gens, typiquement si justement t'avais un brelan de 2 qui sort, tu vas probablement te jeter sur le 1. Je peux assez facilement comprendre que
t'as probablement eu un Brelan 2 quoi. Donc ce qui peut arriver des situations assez fun de je pense que j'ai une meilleure main que toi. Ah non, moi je pense que j'ai mieux. Ah non, moi je pense que j'ai mieux. Et du coup en fait on se retrouve à 3 et se dire ah bah super, on a tous la même main, mais bon il y en a un autour de la table qui se fout de la tronche des autres. Peut-être. Et le but c'est qu'on arrive à quand même trouver la bonne solution. Est-ce que toi t'es joueur de poker classique ou pas? Un tout petit peu. J'en ai fait un tout petit peu et vraiment plus pour l'amusement. Vraiment pas pour l'argent ni pour le jeu d'argent lui-même. Et justement c'est ça qui était assez rigolo, c'est que quand on a essayé ce truc-là, on a eu plein de profils différents de joueurs. Typiquement, on avait des joueurs qui étaient très très joueurs de poker et pour lequel du coup on leur a dit poker, ils ont fait ouais vas-y mets-le sur la table, on va jouer là. Et d'autres gens aux qui on a dit ouais poker, je n'ai jamais joué à ça de ma vie, je ne connais pas les mains, je connais pas les trucs, ça va être compliqué quoi. Et en fait assez naturellement, on s'en fout un peu du niveau qu'on peut tous avoir dans ce jeu-là, justement parce que l'idée c'est qu'on s'adapte tous les uns aux autres quoi. Donc déjà il y a ceux qui ne connaissent pas qui vont apprendre. Et en vrai si t'es avec des joueurs qui sont normalement à peu près corrects et sympathiques, t'as pas de problème et du coup tu vas en général bien apprendre sur le tas. Sympathique, c'est ça le problème. C'est ça qui c'est le paramètre qui est important. Mais c'est le problème souvent dans les jeux de coopération. Mais bon, c'est de l'apprentissage. Alors, en général ça va quoi. Surtout sur du coopératif, t'as envie de gagner, donc t'essaies d'aider les autres à comprendre leurs erreurs potentiellement et puis t'apprends sur le tas quoi. Mais du coup justement la disparité de niveau, je trouve c'est pas un problème. Enfin j'ai souvent eu le questionnement quand on en parlait entre nous de ouais mais non ça concerne que les joueurs de poker qui aiment ça à fond, ça concerne que si on joue entre joueurs il faut que tout le monde ait le même niveau et tout. Je suis pas d'accord. Je trouve que ça toutes les fois où j'ai essayé ça a quasiment tout le temps pris. Il y a qu'une fois où ça a pas marché parce que justement il y avait des gens qui étaient plus à fond dans le poker et qui avaient un problème là-dedans. Comme ce monsieur par exemple comme ce monsieur. Alors c'était pas lui. Oui, alors il fut un temps que je joue beaucoup au poker. Alors contrairement à ce monsieur pour l'argent et pour détruire l'adversaire. Hein. Oui. Mais et là je rejouais à du poker sans bluff et sans pouvoir piquer de l'argent aux autres, ça te plaît toujours? C'est intéressant. Ouais. C'est ce qui est c'est ce que je disais The Crew est à la belote ce que The Gang est au poker quoi. Donc on est vraiment sur cette typologie là et même si je joue au poker et je connais les combinaisons, même si je joue avec un initié du poker, il y a juste les combinaisons à apprendre un petit peu avec 2-3 parties. Après, ça va tout seul. Et justement, le joueur de poker se met un peu au diapason et l'initié monte un petit peu avec ses compétences. C'est comme la belote en fait. Hein. Plus ni moins, c'est une mécanique qui est un peu particulière. Le Texas Hold'em, effectivement. Pas grand monde, enfin ça fait un peu gros mot déjà quand tu le dis déjà. Ouais, déjà c'est ça, c'est exactement ça s'est bien démocratisé à un moment donné, mais c'était un peu mal vu, enfin c'était pas du jeu, c'est pas du jeu quoi. Ouais, c'était vraiment du jeu d'argent. Mais je trouve que c'est intéressant et justement on reprend ces mécaniques de poker, sa gestuelle, son ce côté pas bluff pour le coup, ça c'est vrai qu'on a perdu le côté bluff, le coopératif reprend le dessus, mais c'est très très bien. Pour s'initier un peu à l'ambiance et la mécanique de poker, je trouve ça pas mal. Moi qui suis pas joueur de poker par exemple, du coup, j'ai découvert un peu les mécaniques avec Balatro, mais qui est pas exactement la même chose, qui est un jeu vidéo Balatro. Et du coup, moi je connais un peu les combinaisons, mais j'ai pas un peu l'estimation de qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort. Et très vite en jouant avec des gens habitués au poker, ils se disent non mais ça c'est improbable que t'aies ça dans la main ou ainsi de suite. Tu vois vraiment un peu, il y a une petite différence qui se crée entre les habitués et les non habitués qui très vite se resserre une fois que les joueurs s'harmonisent un peu autour de la table. C'est ce qui est assez fascinant. Et est-ce que t'as joué avec un jeu classique, version émulée, mais là, du coup dans cette version donc la version qui serait éditée, qui est éditée par Yellow, en gros il y a une variante, enfin c'est pas une variante parce qu'elle fait partie du jeu, mais l'idée c'est pas de simplement faire des justement on peut si on veut essayer juste de faire des mains, mais l'idée c'est quand même de réussir à faire 3 échecs ou 3 réussites, et en fonction de si on a réussi ou si on a échoué sur la main suivante qu'on va faire, et ben on va moduler le jeu, soit on va justement le complexifier si on avait fait une réussite, soit on va le simplifier. Et moi c'est là-dessus où j'attendais pas mal l'édition de Yellow et de Cosmo, c'était de voir qu'est-ce qu'ils avaient comme idée, et en fait les idées sont vraiment très originales quoi. Très vite on a eu des moments où qu'on a essayé, où on a pu voir que en gros il fallait tous qu'on prenne nos 2 cartes, qu'on regarde nos 2 cartes, et en fait il fallait qu'on choisisse une des 2 cartes et qu'on la passe à son voisin de gauche. C'est tout bête, mais du coup ça crée des informations et des trucs de communication qui sont vraiment malins quoi. Et que ce soit dans la défaite ou dans la réussite, les rares fois où on a réussi à gagner, parce que du coup quand on l'avait retesté on l'a fait à 6, et à 6 le jeu est quand même vraiment corsé hein. C'est quand on y arrive et qu'on se reprend des difficultés, plus tu rajoutes de joueurs plus c'est difficile. Et puis là surtout à 6 tu galères pas mal quoi. Je pense que le minimum c'est 4 honnêtement.
Donc il y a un truc qui se passe, une alchimie. Je pense que c'est vraiment un bon équilibre pour rentrer dans le truc. 6, ça met un cran de difficulté un peu élevé, quoi, on va dire. On s'était amusé même à le faire à 8, et là vraiment on avait réussi à le faire, mais très très rarement, et c'était bien compliqué. Hein. C'est un Juste pour abréger, c'était simplement une petite question, c'est que là j'avais joué au prototype justement avec toi. Est-ce que dans la version finale, justement, il y aura un peu comme The Crew des missions qui vont durcir? Ouais, ils ont créé je crois qu'ils ont créé un système avec des missions qui s'enchaînent. Donc déjà il y a les cartes de missions qui sont numérotées. Donc en fait tu peux les sélectionner pour en faire pas des scénarios, mais pour vraiment faire des enchaînements de parties. D'accord. Et après quand tu connais vraiment à fond le jeu, tu peux en fait le mixer un peu n'importe comment et ça marche très bien aussi, quoi. Très bien. Moi je vais vous parler de mon coup de cœur de l'année. Vas-y. Je suis impatient. La boîte c'est un peu ouverte. Par contre, je le présente là. Parce qu'il y a du matos aussi. Ouais, il y a du matos et ça s'est renversé partout. C'est un jeu qui déborde de plaisir. Mais bref. Clank Catacombs, c'est la suite d'un jeu qui existait déjà, qui s'appelle Clank, qui a même eu déjà plusieurs suites, Clank dans l'espace, ainsi de suite. C'est un jeu d'aventure où il va falloir essayer d'aller récupérer les trésors au fond d'un donjon pour aller remonter. Il y a un peu de prise de risque parce que plus vous allez loin dans le donjon, plus le trésor va être intéressant. Mais le problème, c'est que pour que vous puissiez compter vos points, faut remonter la surface, d'accord? C'est un jeu qui est vachement bien et tout. Et Clank Catacombs, la différence par rapport à Clank classique, c'est que là, il y a une partie exploration de plateau. Vous ne connaissez pas le chemin à l'avance. Là, dans Clank classique, vous savez exactement où sont les trésors, à quel endroit. Là, il va falloir vraiment explorer. Cette version-là ramène vachement plus d'imprévu, de hasard. Donc c'est vrai que ça déstabilise un peu quand on a l'habitude de jouer à Clank, du coup. Par contre, je trouve que justement, les parties ne se ressemblent jamais. J'adore Clank, ça reste toujours parmi mes jeux favoris. Il est vrai que quand tu joues avec certaines personnes, du coup, les gens ont tendance à, je ne vise personne autour de cette table, mais je vais quand même revenir à toi. Son regard se tourne vers Charles. Que, effectivement, en fait, quand tu as un peu l'habitude de jouer, tu vas toujours foncer vers tel ou tel trésor, tu reviens, et du coup, je trouve que les parties peuvent parfois se ressembler. Même s'il y a toujours l'incertitude des cartes que tu vas piocher et que tout ça. Là, dans celui-ci, vraiment, tu peux faire des parties incroyables, du coup, dithyrambiques, où tu vas ressortir héroïque en ayant fait plein de bonnes actions, où tu peux vraiment revenir minable, ou ainsi de suite. Donc, ce qui peut créer une frustration quand tu découvres un peu les jeux la première fois et tu n'appréhendes plus le jeu de la même manière. Tu fonces plus tête baissée vraiment où tu veux aller. Et alors justement, je rebondis sur toi parce que toi tu as joué aux autres versions de Clank, du coup. Et toi, je sais que quand on avait joué ensemble, toi, ça t'avait justement un peu frustré cette nouvelle version. Alors ça m'avait refroidi même. Je me suis dit bon, ils partent dans un truc où j'ai pas compris, et c'était le cas du coup. Soit ils se sont trompés en fait parce que ça matche pas en fait, parce que effectivement j'avais la mécanique du Clank de base. Aller chercher un trésor, remonter directement. Là, il y a beaucoup de mécaniques, il y a les fantômes, il y a des tuiles qui se dévoilent, il faut vraiment aller dans les profondeurs extrêmes pour pouvoir récupérer le plus gros artefact. Mais du coup, ça a pas matché. La première partie, effectivement, je suis même pas remonté, mais je errais dans ces tuiles sans forcément avoir un artefact. Et après, au bout de la 4e partie, c'est là où j'ai aimé le jeu, vraiment. Et c'est partie pour quand même. Mais oui, parce que je me suis dit il y a quelque chose en fait, même si toi, on me disait que c'était bien, je vais quand même pas passer à côté. Rassure-toi, la première partie de Clank Catacombs que j'ai faite, j'avais pas joué à Clank depuis super longtemps, j'avais oublié qu'il fallait attraper un artefact et remonter. Donc j'étais sans là, artefact. bon je vais commencer à remonter, et là il y a un joueur qui me fait non, tu sais, il te faut un artefact. Oups. Bon, je reviens. Donc j'ai été chercher un artefact et j'ai réussi à remonter. Mais rassure-toi. Ouais. Non, mais voilà. Donc il m'a fallu beaucoup de parties pour l'apprécier. Et maintenant je l'apprécie enfin. Et je ne peux que le recommander. Mais pareil, moi, les premières fois que j'ai joué avec ma compagne, elle m'a fait, oh là, c'est tellement la meilleure version de Clank. Et en fait, la deuxième fois qu'on a joué, elle m'a dit, non, mais en fait, je préfère vraiment la première version. Ah ouais. Je peux vraiment avoir des parties où ça, mais justement, c'est ce qui me plaît. Ça se ressemble pas. Du coup, c'est dire que c'est très différent. Là, voilà, au moins, t'as l'impression de faire des parties différentes. Mais par contre, ça peut générer des parties frustrantes, clairement, du coup. Mais maintenant, tu me demandes d'en garder qu'un seul des deux, du coup. Moi, j'aurais tendance à préférer Catacombs. Par rapport à dans l'espace? Alors Clank dans l'espace, il est bien, mais moins joli. Il est plus technique, mais c'est pas ma version favorite, clairement. Et puis ça dénature le jeu, je trouve. C'est quoi, du coup, c'est le côté, en fait, rejouable, évolution, changement qui te... Mais tu sais, comme ce que toi tu aimes à Charlatan le Castel, c'est le côté un petit peu de, il y a de l'imprévu. Il se passe des choses. En fait, c'est un jeu qui te procure des émotions par les mécaniques, dans le choix, dans ce que tu vas faire. Et j'adore le côté vraiment de, je vais avancer à tâtons. Faut pas que je cours du coup n'importe quoi. Dire, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Carrément, du coup,
coup, il y a ça qui est assez fun, quoi. Et les cartes sont en plus remasterisées. Enfin, il y a énormément de Parce qu'une des choses logiques à faire. de Clank dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un jeu effectivement dungeon crawler, donc on va se balader dans le donjon, on va affronter des ennemis, on va essayer de choper des trucs, remonter tout ça. Mais c'est aussi un jeu ce qu'on appelle de deck building, c'est-à-dire qu'on a chacun son paquet de cartes. Il est tout pourri. On a des cartes toutes nulles, et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes qui vont permettre d'enrichir son propre paquet de cartes. Donc en fait, on construit aussi son comme on disait sur Wonderlands Wars, où c'est ce qu'on appelle un système de back building. Donc du coup, c'est un sac avec des trucs pourris et on va mettre des trucs bien dedans. Bah c'est exactement le même principe, mais avec des cartes. Et c'est toi aussi qui va créer ta strat. Est-ce que j'ai plus envie de pouvoir me balader? Est-ce que j'ai plus envie de pouvoir taper? Est-ce que j'ai plus envie d'avoir plus de sous pour avoir plus de cartes? Parce qu'il y a les tomes qui font des points. C'est comme ça que j'ai gagné. Et du coup, il va falloir comme ça gérer et le fait de se balader et d'explorer le donjon qui va changer au fur et à mesure, qui va évoluer, ou des fois ta tuile va tourner sur elle-même en boucle. L'autre imprévu voilà, de Clank, plein de choses comme ça. L'autre imprévu de Clank, c'est que t'as beaucoup d'actions qui te font faire du bruit, et plus tu fais du bruit, plus t'as de chance de se faire taper par un dragon. C'est ça. En fait, parce que tu mets des cubes, et du coup, tu pioches des cubes pour savoir qui se fait taper par le dragon. Le dragon n'aime pas qu'on lui pique son trésor. T'as du hasard dans les cartes que tu pioches, dans les dégâts que tu vas prendre, dans les sacs que tu vas explorer. Donc forcément, hasard, ça rend le jeu, du coup, effectivement, très aléatoire. Mais justement, c'est ce qui fait aussi qu'à chaque c'est un aléatoire avec lequel tu joues, c'est pas un aléatoire qui te tombe sur la tronche. Et du coup, c'est assumé à 200%, du coup, effectivement. Et là, c'est un peu une version 2.0, entre guillemets, d'un jeu qui existe déjà. Il y a eu vachement ça cette année. Il y a eu Far Shore avec Everdell, du coup, effectivement, qui était la suite spirituelle de Everdell. Il y a eu Dune Imperium Insurrection, qui était la version 2.0 de Dune Imperium. Il y a eu Duel pour la Terre du Milieu, qui était la suite spirituelle, et ainsi de suite. On sent qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont envie de retravailler, qui surfent un peu sur une. Alors je pense qu'il y a une logique commerciale derrière, mais il y a aussi du coup effectivement l'envie de revenir sur un de ces jeux en disant en fait du coup on a fait quelque chose de bien, c'est parti, j'ai envie de rajouter ça dans le jeu, tu vois. Et Wingspan aussi avec Wormspan, du coup effectivement je pense que il y a eu beaucoup ça cette année aussi, des suites de jeux qui existaient déjà, et je pose toujours un peu la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux ou pas? Ça après ça dépend un peu. Bien sûr. Pourquoi compter? Oui, voilà, du coup, c'est posé la question sur du Imperium. Je dirais pas toujours ça. Voilà, c'est vrai. Sur du Imperium Insurrection, par exemple, toi tu fais partie de la team, t'as voulu les deux, toi tu fais partie de la team, j'en regarde qu'une seule version, par exemple. Enfin voilà, on est là-dessus du coup. Bref. Bon, Charles, je pense qu'on t'a assez monopolisé. C'est ça. Non, vu, c'est toujours un plaisir de te voir, mais on va te libérer. Merci à toi. T'as eu d'autres coups de cœur cette année, d'autres jeux qui t'ont marqué, ou au-delà de cette année aussi peut-être. C'est vrai que je rejoins un petit peu Tom. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses sorties experts. Par contre, il y a eu des jeux qui m'ont marqué. Oui, effectivement. Hit par exemple, il est sorti l'année dernière, mais l'extension cette année, qui est un jeu exceptionnel pour moi à faire découvrir, à faire aimer. Un jeu qui m'a réconcilié avec les courses de voiture. Oui, aussi, c'est vrai que quand on parle d'un jeu de voiture, on se dit bon, c'est un peu voilà. Mais là, il est vraiment génial. Il est dans l'adrénaline. Il est top. Un autre jeu qui m'a plu, bizarrement, une réédition aussi. Tout est étonnant de ma part d'aimer, c'est Yokohama, où effectivement pour dire aux gens, toi tu n'aimes pas du tout les jeux de gestion stratégique, et là on est vraiment sur un jeu de gestion stratégie. Oui, mais on peut s'emmerder. Et ça c'est beau. Ça change tout. Effectivement, on peut se donner des pièces effectivement, ou alors se bloquer effectivement. Et ça c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé la direction artistique, le plateau, l'histoire un petit peu. Non, c'est une bonne partie. Voilà. Ok. Oh bien, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci. Donc du coup on a dit au revoir à Charles, mais on dit bonjour à Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous. Moi du coup joueur passionné de jeux de société, je joue à tout type de jeux. J'ai une préférence pour les jeux experts, mais après ça va dépendre du public que j'ai en face de moi, des différentes opportunités que j'ai de jouer. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre, donc il y a des jeux pour tout, donc ça c'est bien. Moi ce soir je suis venu vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué cette année. Je vais vous parler de Daybreak. Donc Daybreak, c'est un jeu coopératif créé par Matt Leacock et Matteo Menapace. Donc c'est un jeu qui va se catégoriser dans les jeux qu'on appelle experts. Globalement. Pour synthétiser, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ce qu'on appelle les jeux experts, c'est
des grosses boîtes avec plein de règles, et c'est des jeux qui vont pas durer une demi-heure, c'est plutôt 1h30, 2 heures, 3 heures, voilà, c'est des gros bébés. En fait, ça catégorise les jeux qui demandent plus d'implication. Tout le monde peut arriver à jouer à un jeu expert, c'est vrai que ça peut paraître pompeux dit comme ça, mais un jeu expert c'est juste un jeu dans lequel qui demande plus d'investissement pour rentrer dedans. Donc Daybreak, donc c'est le jeu en parlant de jeu expert, donc qui a gagné le Kenner Spiel cette année, c'est le Spiel des Jahres, c'est le prix allemand qui est le prix le plus reconnu au monde actuellement. Et dans la catégorie des jeux connaisseurs, donc Daybreak a remporté le prix cette année. Donc c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par rapport à sa thématique. Parce que Daybreak, c'est un jeu qui va parler d'écologie. Tout le jeu repose là-dessus, et une des grandes forces qu'il a, c'est que la compréhension du jeu va beaucoup se faire par rapport à son thème. En fait, dans Daybreak, vous êtes chacun à la tête d'une grande puissance mondiale. Donc il y en a 4. Vous allez pouvoir jouer soit la Chine, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit le reste du monde qui est englobé dans une seule faction, on va dire, enfin dans une seule faction. Et le but, ça va être de combattre le changement climatique. Voilà, un sujet qui est très actuel, hein. Vous pourrez Rappelons que l'un des auteurs, c'est Matt Leacock. Ouais. Il a fait un autre jeu qui s'appelle Pandémie, où il fallait lutter contre une pandémie mondiale. Voilà, donc c'était avant il est plutôt le Covid. c'est ça. C'est un jeu qui a quasiment 15 ans. Ouais. C'est un jeu qui a quasiment 15 ans. Ça, vous pouvez vous enchaîner un petit jeu sur le réchauffement climatique, ensuite une petite pandémie. C'est ça. Franchement, vous faites passer une belle soirée. Ouais, et donc oui, en fait, le jeu est venu plutôt du côté de Matteo Menapace, qui est un peu spécialiste du sujet, et qui s'est fait épauler donc par Matt Leacock, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu des jeux de société, du côté des jeux coop, qui sont en général assez difficiles et qui ont une cohérence thématique assez forte en général, comme Pandémie par exemple, qui est le plus connu. Et donc voilà, dans Daybreak, tout simplement, votre but, ça va être, en fonction de de la grande puissance que vous jouez, ça va être de combattre ensemble le réchauffement climatique. Donc tout simplement, c'est assez simple, vous allez avoir une production de CO2 qui va être faite de la part de votre puissance mondiale, qui va être effectuée à chaque tour. Donc en fait ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que vous allez produire de l'énergie, donc vous allez polluer, vous allez utiliser des moyens de transport, donc vous allez polluer, etc. Tout ça va s'additionner et faire que vous allez générer du CO2 à chaque tour. Et du coup, ce CO2 va s'additionner et va faire monter un curseur qui représente la température de la planète. Et donc, plus la température de la planète va monter, plus vous allez être en risque de perdre la partie. Et le but du jeu va donc être d'inverser cette augmentation de CO2, et donc d'arriver dans une phase où vous allez produire moins de CO2 que la planète est capable d'en absorber. Donc pour ça, on va mettre en place des projets qui vont permettre justement d'améliorer ça, de limiter tous nos impacts. L'imbrication thématique est ultra forte parce que tous les projets sont des choses qui sont sourcées. Toutes les cartes du jeu qui représentent ces projets sont sourcées scientifiquement. On peut approfondir le sujet. Chaque carte a d'ailleurs un QR code qui permet d'aller approfondir le sujet pour chaque projet. Donc ça, c'est vachement intéressant. Si vous êtes intéressé, vous allez chercher des infos. Si vous l'êtes pas, tant pis. Mais bon, en attendant, c'est un travail qui a été colossal à ce niveau-là. Ce qui est assez fort dans le jeu, c'est que au-delà de la thématique qui s'imbrique parfaitement dans la mécanique et ainsi de suite, en plus de ça, c'est un très bon jeu, quoi. Enfin, c'est pas juste un jeu, parce qu'il y en a beaucoup de jeux qui essaient d'incorporer des thématiques, du coup, et qui essaient d'apporter un côté un peu militant. Là, en plus, le fait qu'ils aient fait appel à Matt Leacock, qui est un super game designer, ils ont réussi vraiment à en faire un très bon jeu. Donc même, je pense, des gens qui se moquent un peu de la thématique, du coup, peuvent quand même vraiment du coup s'éclater du coup sur le jeu, et en même temps du coup peut-être apprendre des choses et peut-être se sensibiliser au truc, quoi, sans le vouloir. Ouais, parce que mécaniquement, on va retrouver des choses qui sont très connues pour des joueurs habitués. Donc en fait, ça va être sur un système. Vous avez en fait des colonnes de cartes qui vont être devant votre plateau, tout simplement. Ces cartes vont représenter les projets, comme je le disais, et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir jouer les cartes dans ces différentes colonnes et vous servir du coup de leur capacité. Et également les joueurs de Terraforming Mars ou de Ark Nova vont retrouver cette mécanique là. Vous allez avoir des badges sur les cartes qui vont permettre en s'associant entre eux,
augmenter la puissance de vos cartes au fur et à mesure. Et tout le but va être justement d'arriver à créer un moteur avec vos capacités qui va permettre au fur et à mesure d'avoir des capacités de plus en plus puissantes et de pouvoir s'améliorer et contribuer à cette correction du changement climatique. Voilà. Et Tom, du coup, ouais, vas-y, je suis bien. Vas-y. Il n'y a pas un côté asymétrique aussi où chaque joueur avait un truc, parce que je n'y ai pas encore joué au moment où on tourne cette émission. Normalement, j'y aurais joué d'ici là. D'ici qu'elle sera diffusée. Mais il me semblait que tu m'avais dit, Alan, qu'il y avait un côté asymétrique où chaque joueur a son rôle ou un peu son truc à gérer. Bah déjà, en fait, on commence avec des projets qui sont différents selon les grandes puissances. Et également, en fait, ça représente assez bien le réel puisqu'on va avoir des problématiques qui sont un peu différentes les unes par rapport aux autres. Par exemple, la Chine, c'est un continent qui va devoir gérer beaucoup plus une augmentation de la population forte qui va avoir des impacts sur certains des critères qu'il faut contrer. Okay. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde, du coup, puisse avoir de l'électricité, du coup. Sauf que, du coup, tu enlever juste, du coup, l'électricité carbone, c'est bien. Sauf que si tu la remplaces pas, du coup, effectivement, il y a des gens qui vont être à la rue. Et en fait, le jeu va t'inciter un peu à jouer dans ton coin. Sauf que pour gagner la partie, surtout si tu joues à 4 joueurs, tu vas être un peu obligé de jouer avec les autres, du coup. Et ce qui est un peu vrai, du coup, pour que le changement climatique, du coup, effectivement, faut que faut que tout le monde travaille coopérer, ensemble. du coup, et voilà. Et c'est ça qui est assez fort. Et alors que dans la mécanique, le jeu va un peu te forcer à jouer dans ton coin, alors qu'en fait non, pour gagner t'es obligé du coup de sortir un peu juste de ce que tu fais sur ton plateau pour jouer avec les autres joueurs. C'est ce qui est assez fou dans la mécanique qu'ils ont réussi à retranscrire, du coup, cette problématique là qui est assez importante. Oui, la coopération est vachement importante parce qu'il va falloir combattre des crises qui vont tous nous toucher, et on va pouvoir coopérer justement pour aller essayer d'enrayer ces crises là, et il y a également des projets qui sont globaux qui vont pouvoir être mis en place en coopération avec tous les joueurs. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on a ces deux pendants qui sont vachement importants dans le jeu, la partie chacun dans son coin plus la partie globale. Et toi, Tom, tu y as joué toi aussi? Oui, ouais. Tout à fait, ouais. Alors, vous avez découvert le jeu sur Board Game Arena, parce qu'il est jouable sur Board Game Arena, qui est une plateforme qui permet de jouer à des jeux de société en ligne, du coup. Et après, on a eu l'occasion d'y rejouer en physique avec la version anglaise assez rapidement. Et alors déjà, la découverte du jeu en lui-même était vraiment très très bonne. Et puis même l'intégration sur BGA est très très bonne. Je vous recommande de potentiellement de jeter de vous mettre dessus, quoi. Mais la prise en main en fait est vraiment très simple. Techniquement, c'est pas super compliqué, juste faut lire les cartes, comprendre un peu ce qu'on fait, et ça a l'avantage en plus, comme pas mal de jeux coopératifs, que en fait si quelqu'un a un problème au niveau de la compréhension, c'est pas grave, on s'entraide, on n'est pas dans la compétition, donc on peut très clairement s'expliquer le jeu. Et même je trouve que on parle même de la partie coopération au niveau des crises et des projets globaux, mais même en fait il y a quelques cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques cartes qui permettent d'interagir un peu directement avec les joueurs, et du coup il y a vraiment des moments de ah ouais mais en fait moi je vais avoir un problème là ce tour-ci, je peux pas faire ça, il y a pas quelqu'un qui par hasard aura un truc pour m'aider, quoi. Et en fait ça fait vraiment ce truc de il faudrait un peu qu'on sorte un peu de notre coin et que de notre bulle, et puis qu'on se mette un peu à tous bosser ensemble, quoi. Donc vraiment thématiquement je trouve c'est fou ce que ça donne. Puis éditorialement ils ont réussi, et c'est pas juste un jeu écologique où en fait il y a du plastique et tout dedans, il y a zéro plastique dedans, du coup il y a des petites boîtes du coup à base de fibres de canne à sucre recyclées, si je dis pas de bêtises. Tout le matériel est soit en bois soit en carton, il y a rien en plastique à l'intérieur, donc en plus de l'engagement thématique qui est apporté à la mécanique, ils ont réussi en plus de ça à faire une boîte qui est éditée du coup et qui est ça va dans le sens du jeu, et en plus ça reste, moi j'adore la direction artistique, je la trouve incroyable, le style graphique est génial, et le matos dedans, les petits puits en bois, je trouve que c'est très très beau. C'est que ça tranche un peu, il y en a qui aiment pas, du coup la direction artistique. C'est une prise de parti, parce qu'on a souvent des jeux qui sont un peu édulcorés et qui se ressemblent un peu tous. Là au moins c'est bien aussi d'avoir des prises de risque aussi à ce niveau-là, quoi. Non, c'est vachement bien. Donc nous à la boutique par exemple, la boîte sur l'étagère, on va la voir, quoi. N'hésitez pas à les regarder. C'est un fond bleu avec du rose flashy, du violet, du vert. Enfin, ça peut piquer les yeux quand on n'a pas l'habitude. Mais le côté du coup effectivement prise de risque, plutôt engagement éditorial du coup lié un peu à l'écologie, ça commence
malheureusement un peu lentement, mais ça commence à se faire un peu au fur et à mesure. Ouais, il y a quand même de plus en plus d'éditeurs qui arrêtent de plastifier. Sur la grande globalité, malheureusement, pour l'instant, ça reste une poignée, malheureusement. Mais l'un des premiers un peu sur le marché à avoir commencé à faire ça, ça a été, enfin, c'était pas le seul premier, mais un des premiers, c'était Ravensburger, qui est quand même un gros du secteur. Sur ces jeux vilainous, ça a enlevé les cellophanes et ainsi de suite, tu vois. Et là, par exemple, juste dernièrement, Duel pour la Terre du Milieu qui est sorti, la version Seven Wonders Duel de Seigneur des Anneaux. Tout l'intérieur, en fait, le thermoformage, ça c'est un peu tout récent dans le milieu du jeu. Tous les trucs de rangement, c'est plus fait en plastique. Du coup, c'est encore une fois de la fibre de canne à sucre recyclée qui permet du coup effectivement d'avoir des rangements à l'intérieur du coup, mais tout ça en ayant du coup du matériel qui est recyclé parce que la canne à sucre ça pollue énormément. Et pareil maintenant les espèces de films qui recouvrent, enfin qui enveloppent du coup les paquets de cartes à l'intérieur, maintenant c'est aussi du matériel recyclé. Ça commence à aller dans le bon sens. Ça plus la production des jeux qui recommencent à revenir du coup vers l'Europe pour certains. Des petites actions les unes après les autres, quoi. Bon. Ouais. T'avais déjà quelques éditeurs, mais c'était plus des poignées qui avaient un peu cet objectif, cette envie, je pense par exemple au jeu au plat, qui avait ce truc de mes jeux doivent être fabriqués en France. Et j'avais cru comprendre que du coup si son jeu était localisé dans un autre pays, du genre par exemple si son jeu il allait être édité en Allemagne, et ben dans le contrat de passage il y avait ok tu prends mon jeu très bien, par contre tu le fabriques en Allemagne. Il avait un peu ils ont cette politique d'essayer de faire fabriquer les jeux au plus proche, avec ce côté certes. Non, je crois qu'il n'y a pas de plastique dans leur jeu, ou très peu aussi. Jeu au plat, sur certains si malheureusement, mais du coup. Ou très peu, mais ils essayent d'avoir cette logique aussi de, au-delà du côté matériel, le côté local. C'est que le jeu voyage pas. Parce que c'est pas tout, c'est pas qu'une question de matériel, quoi. C'est vraiment cette question de, on sait qu'il y a quand même la plupart de ce qui est produit en Chine. Et rien que la production, les moyens de production, le transport, surtout le transport. Encore plus, je pense que ça a encore plus émergé quand justement il y a eu toutes les problématiques avec le Covid, où là on s'est vraiment rendu compte que il y avait vraiment des délais et que oui, c'était vraiment fait très très loin de chez nous, et que en fait quand on y réfléchit 2 secondes, c'est problématique un peu. Donc c'est pas que le matériel, je trouve, effectivement. L'autre problématique qu'on a, ce que ce serait beau de dire on rapatrie, mais c'est qu'on n'a pas les connaissances. Mais oui, on n'a pas les usines qui font ça. Ce serait formidable du coup que les éditeurs se disent allez, on met plein de thunes, donc on fait une usine. Mais le problème c'est que effectivement même déjà certaines usines du coup sont surchargées de demandes ou autres. Et enfin voilà. Du coup, après, il y a quelques boîtes qui commencent à se lancer. Je sais qu'en France, j'ai plus le nom de la boîte, mais qui fait de la carte de très bonne qualité. Oui, mais là ils ont vraiment explosé, je pense. Si je dis pas de bêtises, Trio c'est fait en France. Trio est fait en France. Et accessoirement, pas loin de Limoges, du coup, à Saint-Thierry-la-Perche, il y a Fabreg qui papier. Oui, qui fait papier et qui fait, il me semble, qu'il peut faire des cartes aussi. C'est lui qui fait les Robin Red Game? Je sais pas. Peut-être. Mais je sais pas. Donc je préfère ne pas me lancer et dire sans avoir été vérifié. Mais il fait du papier et j'avais cru entendre à un moment donné que peut-être il avait commencé à essayer de faire des cartes. Je vais pas en dire plus parce que je garantis pas l'info à 100%. Oui. Après on n'a pas tous les savoir-faire qui malheureusement pour le moment on ne peut pas, il y a certains matériels qui sont difficiles à faire localement. C'est ça qui bloque aussi pas mal. Tout ce qui est figurines par exemple, tout ce qui est des spéciaux, tout ça, malheureusement pour l'instant en Europe on n'a pas forcément. Ou alors à des prix. Je me rends pas trop compte, mais je sais qu'en ce moment on a de plus en plus, enfin de moins en moins justement de figurines qui sont mises à la place des pions acryliques. Mais je me rends pas compte de l'impact écologique justement de ça. Je sais que le CGE Game du coup, donc ceux qui font les jeux comme Codename ou ainsi de suite, commencent à développer une nouvelle technologie, le Rewood, et en fait qui consiste à reprendre du bois du coup déjà utilisé, à le compacter pour faire des formes très spécifiques comme des figurines du coup un peu peint par dessus, et ce qui fait que c'est utiliser les matériels recyclés du coup. Alors certes ça utilise peut-être de la colle et choses comme ça, mais par contre du coup au moins ça réutilise des matériaux qui ont déjà servi avant. Et je pense que ça va se standardiser aussi à l'avenir du coup. Le problème c'est que pour l'instant j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, il y a qu'une seule usine qui le fait pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais c'est pareil, c'est des petites choses. C'est des techniques qui se développent, c'est comme partout ailleurs que le jeu de société, c'est juste des techniques qui se développent et il faut le temps que ça apprenne, que ça puisse se faire de manière industrialisée. Mais il y a l'air d'avoir quand même cette envie. Au-delà du côté financier, effectivement peut-être il y a des éditeurs, ils se disent bon on va faire fabriquer en Europe parce que ça évitera d'être en rupture pendant 6 mois. Il y a aussi
cette envie, j'ai l'impression qu'ont pas mal d'éditeurs ou de distributeurs d'essayer de rapprocher et de faire le côté écolo. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont envie pour des démarches éthiques, ou est-ce que c'est qu'ils ont envie pour se faire bien voir? Ça, on sait pas. Je préfère, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des éditeurs qui sont prêts, mais il y a des éditeurs qui sont pas encore prêts, et aussi il y a des clients qui sont pas encore prêts. J'allais dire le public en vrai, hein. Ouais. Parce que c'est tout bête, mais même en tant qu'acheteur, quand on se retrouve sur des boîtes ou sur des prix de jeux qui ont vraiment grossi, alors ça dépend, il y en a qui je trouve font vraiment des bons efforts hein, au niveau des prix. Il y a la question de l'inflation, tout ça, mais effectivement, est-ce que, enfin, il y a toujours la question qui vient en même temps de côté client de on a du nouveau matériel, ça coûte plus cher à fabriquer. Est-ce que c'est ça qui fait que ma boîte me coûte beaucoup plus cher? Est-ce que ça freine la clientèle? Je sais pas. Aussi le côté, pardon. Non, j'allais dire un jeu comme Biotop par exemple qui était un jeu dont le prix était quand même plus élevé que ce qui se faisait avec le matériel équivalent. €, je crois. Voilà, pour le matériel qui était dedans, c'était quelque chose qui était plus élevé que ce à quoi les gens étaient habitués, et ça a freiné quand même pas mal les ventes à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a des fois la barrière psychologique au niveau du prix, les gens ont la bonne volonté, mais une fois face au prix, souvent c'est un peu compliqué. En plus, on sait qu'on n'est pas dans une situation hyper facile en ce moment. Donc au niveau financier, c'est vrai que ça freine un peu quoi. Et le dernier truc aussi sur le fait de plus mettre de plastique autour des boîtes. Moi, je sais qu'au tout début, on a eu quelques clients qui étaient là, qui regardaient toutes les boîtes pour avoir celles qui avaient pas de rayures. Fait, les donc il y a aussi psychologiquement en tant que consommateur, que ce soit sur du jeu ou sur d'autres trucs, le fait de se dire ah ouais, attends, il y a plus ça, donc est-ce que mon jeu est quand même neuf, est-ce qu'il est pas abîmé ou pas? Premières boîtes de Villainous qui sont arrivées sans film plastique. Il y a beaucoup de gens. Moi, je te jure, j'ai eu une cliente qui m'a fait, moi, je veux la boîte la moins abîmée que possible. Mais non, ils sont neufs. Ouais, mais je veux que c'est où il y a le moins de frottement. On sent qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts, du coup, effectivement. C'est pas pour rien. Mais c'est pas pour rien qu'il y a plein d'initiatives de vente de jeux cabossés avec des réductions pas possibles, alors que des fois, on se retrouve, il y a quasiment rien dessus comme problème. Mais bon, il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à la moindre tout petit souci qu'il pourrait y avoir. Exactement. Et du coup, dis-nous maintenant, toi, passer, du coup. C'est quoi ton jeu de l'année? Voilà. Moi, du coup, cette année, j'ai eu, du coup, un autre coup de cœur, parce que je vous en ai déjà présenté un à l'émission précédente, mais là, du coup, je vais vous présenter le jeu Château Combo. On passe sur du beaucoup plus petit. On a commencé cette émission avec un jeu assez léger, assez familial. On est parti sur du plus gros bébé. On est retourné sur du plus soft. On est reparti sur encore un gros jeu. Et là, on retourne, du coup, pour finir sur un château. On finit sur un château. On finit sur un château. Un jeu plus léger. Un jeu qui s'appelle du coup Château Combo que j'ai personnellement adoré. Aussi parce qu'il y a un côté combo. Bizarrement. En gros, l'idée c'est que vous allez avoir des cartes sur la table. Il y a des cartes en haut, des cartes en dessous. À votre tour, du coup, vous allez acheter une carte en fait. Donc vous allez dépenser des sous pour prendre votre carte et la placer devant vous. Vous allez devoir faire un magnifique carré de 3x3. Oui, c'est ça. Tu fais un tableau de cartes. Ouais, je m'embrouille des fois entre les jeux parce que là j'en ai testé un où il fallait faire du 4x4. On enchaîne beaucoup d'apprentissage de jeux, donc là on confond un peu. Mais des fois je m'embrouille. Bref, on doit faire du 3x3 et du coup la première carte que je la mets où je veux, mais les suivantes, il faudra forcément qu'elles touchent une carte que j'ai déjà mise. Et toujours en étant limité par ce truc-là. Et le truc c'est que quand je choisis ma carte, du coup je la paye, je la pose et elle va avoir un effet immédiat. Souvent, c'est récupérer des sous, ou ça va être récupérer des clés, ou des petites choses comme ça. Et elle a également des effets de fin de partie. Donc les cartes, je les choisis pour l'effet immédiat, mais aussi pour comment ça va me rapporter des points en fin de partie. Du genre, cette carte-là, elle va me rapporter 2 points pour chaque carte qui a un blason vert. Bon, j'ai peut-être essayé de choper plein de blasons verts. Ah ouais, mais celle-ci, elle me fait des points si j'ai aucun blason vert. Bon, je vais éviter de choper des cartes avec des blasons verts. Ah ouais, mais toi, tu veux des cartes comme ça? Ouais, mais j'ai pas envie de te la laisser. Du coup, vas-y, je vais la prendre. C'est toujours ça de prix, ça t'embête. Donc, il y a ce côté faire attention à ce que font les autres. À mon tour, c'est super simple, hein. Je regarde la ligne où est posé le petit messager, donc la ligne du bas ou la ligne du dessus. Je choisis une des cartes parmi les 3 et je l'achète, je la mets devant moi. Point. Dès que tout le monde a joué 9 cartes, la partie est finie, comptage de points, celui qui a le plus de points a gagné la partie. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est hyper malin. Les cartes, elles vont sortir dans un ordre. On va essayer de faire sa strat à chaque fois. Ouais, moi j'ai bien craqué. C'est du simple, efficace, comme j'aime bien. Comme Middle Ages qu'on parlait tout à l'heure, ça invente rien. En fait, c'est des mécaniques déjà vues, revues et tout, mais en fait c'est super efficace. Et en fait, ce que la mécanique n'innove pas, en fait, elle te procure des sensations de jeu. Le côté combo, comme son nom l'indique, il y a vraiment un truc très gratifiant de oh putain cette carte-là, elle me va parfaitement du coup, et d'enchaîner les trucs. Il y a l'aléatoire lié aux cartes qui tombent et tout, mais justement ça donne du coup des parties très aléatoires et très
du coup qui se renouvelle pas mal, et Château Combo est très cool quoi. Vous l'avez joué vous aussi? On a pas mal enchaîné les parties, et franchement toujours sur Board Game Arena, c'est ça? Oui, pas que pour le coup. Ah, non, quand c'est petit ça va, on a le temps de les sortir. Non, mais on a pas mal fait en vrai, et pareil, jamais la sensation d'avoir eu deux fois la même carte. C'est tout con, hein, mais rien que sur un jeu comme ça, du coup en termes de rejouabilité, sur une dizaine de parties, on se dit en fait je peux y jouer tout le temps et jamais m'ennuyer quoi. Tu peux quand même avoir le truc tout le temps. Ouais, je pense que tu peux aussi avoir le truc quand tu connais les cartes de vas-y je vais faire ma strat en espérant que telle carte sorte. Ouais. J'avoue, je pense pas comme ça sur ce genre de jeu, mais vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est compliqué d'anticiper une carte qui va tomber. Et puis on prend que 9, donc c'est chaud. Mais ouais, t'as quand même cette sensation de genre à chaque fois c'est différent quoi. Donc c'est comme tu dis, c'est pas du tout innovant, mais ça fait des choses simples et ça le fait très très bien quoi. C'est comme, enfin moi ça m'a beaucoup fait penser à Faroé dans l'esprit, on va dire, pas dans le jeu mais dans l'esprit vraiment c'est pas innovant à fond, mais ça fait un truc très très simple, une proposition simple, et ça le fait super bien. Donc c'est aussi ils sont deux auteurs, et l'un des auteurs Grégory Grard et Mathieu Roussel. C'est aussi Grégory Grard. Il a fait sur les traces de Darwin. Ouais, par exemple. Tout à fait. Et il a fait un autre jeu qui est un de mes jeux préférés, qui s'appelle Mot Malin. Ça n'a rien à voir. C'est un jeu coopératif. C'est Mot Malin. Je savais même pas, tu vois, ça m'étonne pas en fait. Il a fait aussi un jeu qui s'appelle Camelot, qui est un jeu qui a pas fait parler de lui. À la lecture des règles, j'ai fait en y jouant, j'ai pas mis 2 minutes à m'insulter. On a enchaîné les parties. On a fait c'est cool, ça fonctionne, c'est simple, efficace. Et il va sortir un jeu en 2025, je crois. C'est Zénith. C'est un jeu donc qui avait fait parler de lui au festival du jeu pro de Vichy. De chez Playpunk, ce qu'on fait capter. C'est ça. Je sais pas ce que ça va. J'ai pas mis mon nez dedans, mais j'en ai entendu parler. La grosse attente de Playpunk. Mais voilà, du coup, à suivre. Début d'année, normalement, si tout se passe bien, un jeu 2 joueurs ou en équipe. Et j'ai vu une partie, mais j'ai pas tout saisi des règles, mais ça a l'air bien. Franchement, Du coup, ce monsieur a l'air de faire des jeux assez cool. Avant de vous quitter, il y avait d'autres jeux cette année que vous avez vraiment adoré? Alors moi j'ai beaucoup aimé la réédition du Koama. Charles me l'a un peu piqué aussi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé aussi cette réédition. Enfin j'ai beaucoup aimé la découverte de l'ancienne version, et en fait la réédition est vraiment top. Donc Koama, c'est super. Et là j'ai très hâte de jouer à Dune Guerre pour Arrakis. Ah oui. J'ai pas encore mis la main dedans, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Donc pour info, il y a la règle posée pas très loin. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Gros jeu là, très live gros jeu. Du moment. Ouais. Et toi? Moi il y a eu pas mal de choses en vrai. Les architectes d'Amitis, il y a eu un très bon jeu à 2. En gros jeu, moi il y a Shackleton Base qui est arrivé là il y a pas très longtemps, au moment où on enregistre, qui est un très gros jeu qui est fait par Sorry War French, qui est mon éditeur préféré. Donc il y a eu un très gros travail dessus, et je trouve que c'est un très très bon jeu. Harmonise aussi très bon, on en a parlé dans l'autre émission. Moi je trouve qu'il y a eu quand même des bonnes propositions cette année. Il y avait pas mal de choses intéressantes dans plusieurs catégories. Un peu moins grosse année pour les jeux experts, mais si c'est des bons jeux qui sortent, pourquoi pas, hein. Je pense que les éditeurs ont mis des fois des jeux experts de côté en plus tard, parce que c'est moins la période en ce moment, les gens achètent moins de gros jeux, c'est ça, c'est plus compliqué. Matago a arrêté les jeux experts par exemple. Bref. Merci à vous. Oui, merci. Merci à vous. Et on vous dit à une prochaine émission. N'hésitez pas, si jamais du coup l'émission vous a plu, si vous avez des commentaires, des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, et à nous les dire aussi directement en magasin si jamais vous nous voyez Manon et moi. C'est ça. Et aussi un énorme merci pour toutes les personnes qui sont venues nous aider à présenter des jeux, nous ont présenté leur coup de cœur, mais aussi à tous ceux qui nous ont amené le matériel et qui s'occupent de la régie, les micros, tourner, tout ça. Franchement, merci à eux, parce que nous, on est incapables de faire ça. Oui. Nous, on s'assoit et on parle. C'est un métier.